Dans cette discussion entre François Peyotte et Bernard de Montréal, ils abordent la question du gouvernement mondial. Peyotte soulève l'idée d'un gouvernement supranational qui pourrait chapeauter les nations et promouvoir une mentalité mondialiste au lieu d'une vision nationaliste. Il se demande si l'ONU pourrait être considérée comme un embryon de ce gouvernement mondial, avec des casques bleus comme une sorte de police universelle. Il se demande également si une transformation profonde de l'attitude humaine est nécessaire, avec une identification de toute l'espèce humaine plutôt que de sous-groupes. Il fait référence à l'idée d'une révolution du cerveau, avancée par Marilyn Ferguson, pour assurer la survie et la succession de l'espèce humaine. Bernard de Montréal trouve la notion de révolution du cerveau intéressante, car il croit en l'évolution de l'homme et en la fusion de l'homme, ce qui conduira à une nouvelle conscience et une activité cérébrale différente. Cependant, il souligne que l'évolution de la conscience humaine ne peut pas se faire simplement par la philosophie ou la science, mais plutôt à travers des forces psychiques d'un nouvel ordre qui descendent vers le plan matériel. Il explique que même les religions et les vertus spirituelles ne peuvent pas donner à l'homme cette nouvelle conscience, car même les individus spirituels peuvent être agressifs lorsque leurs concepts et leurs croyances sont mis en confrontation. En conclusion, la discussion souligne la nécessité d'un gouvernement mondial pour coordonner les nations et promouvoir une mentalité mondialiste. Elle suggère que pour atteindre une nouvelle conscience et surmonter les divisions, une transformation profonde de l'attitude humaine et des forces psychiques d'un nouvel ordre seront nécessaires, allant au-delà des cadres de la conscience spirituelle actuelle. L'auteur de ce texte parle de la nécessité pour l'homme de se détacher de toute forme d'agressivité, tant sur le plan spirituel que matériel. Il explique que si l'homme n'est pas capable de se libérer de son attachement égoïste à la valeur matérielle, il ne pourra pas convertir l'énergie créative de son mental en une dynamique fluide et universelle. Cette conversion nécessite une transmutation psychique qui pourra ensuite transmuter le cerveau, notamment sa partie électromagnétique et la conscience des cellules. L'homme nouveau vivra ainsi une transmutation psychique qui éliminera le besoin de mémoriser les connaissances et lui permettra de canaliser son énergie créative de manière instantanée et désintéressée. Cela supprimera également le besoin d'agression, qui est régi par les lois de l'émotion chez l'homme, contrairement aux animaux où elle est dictée par les lois de la réflexologie. L'homme a développé la territorialité pour protéger ses possessions, contrairement aux animaux qui agissent par intuition animale pour préserver leur espèce. Selon l'auteur, l'homme est devenu irresponsablement agressif non pas à cause de problèmes mentaux ou émotionnels, mais en raison de son incapacité à raisonner créativement avec l'énergie de l'âme. Pendant l'involution, l'homme était prisonnier des forces de l'âme, ce qui a créé les nécessités historiques de son expérience. Cependant, contrairement à l'animal, l'homme souffre dans la gestion vibratoire de ses centres, ce qui fait partie de son expérience et de sa soumission aux lois occultes de la vie. L'auteur affirme que l'homme nouveau, ayant compris cela, à se libérer de cette domination de l'âme et entrer en harmonie vibratoire avec son esprit, ce qui mettra fin à l'agressivité. Il sera en harmonie avec les lois de la nature visible et invisible. L'auteur donne un exemple personnel pour illustrer son propos. Lorsqu'il a été frappé par un individu dans la rue, il a choisi de ne pas réagir agressivement et d'absorber le choc pour transmuter son centre émotionnel. Il mentionne également que sa femme a reçu un coup de poing dans le ventre pendant sa grossesse, dans le but d'absorber ce choc et transmuter la conscience égoïque de l'homme. En conclusion, l'auteur affirme que les théories anthropologiques sont des constats de l'involution mais ne permettent pas d'expliquer les dynamiques qui poussent l'homme à agir d'une certaine manière. C'est à l'homme conscient de comprendre ces raisons et dynamiques à travers sa propre expérience. Dans cet extrait, l'intervenant parle de la nécessité de comprendre les lois de la conscience et de l'énergie pour pouvoir transmuter l'agressivité de l'homme. Il compare cette démarche à un travail d'élagage, où l'on coupe les vieilles branches afin de permettre l'émergence de nouvelles branches. Il explique que la programmation génétique de l'homme peut être altérée par un changement vibratoire de ses centres psychiques et que la relation avec sa dimension astrale est ce qui maintient cette programmation. Cependant, une fois que l'homme a compris les lois de l'énergie, il peut se libérer de cette programmation et adopter une dimensionnalité de transmutation. L'intervenant souligne également l'importance de remettre en question les concepts et les vérités établies. Son travail consiste à déconstruire ces concepts pour permettre une compréhension plus profonde de la réalité. La vérité et le faux font partie de la dualité du mental inférieur de l'homme. Tant que l'homme sera prisonnier de cette dualité, il sera dans l'astral de son mental. Mais une fois libre de cette dualité, il sera dans le réel de son mental et deviendra un être créatif mentalement.
À ce moment-là, il ne se préoccupera plus de la vérité ou du mensonge, car il verra au-delà et n'aura plus besoin de conceptualiser la vie pour se sentir en sécurité. Il saura lui-même vie sur le plan mental et aura la capacité créative de faire descendre l'énergie pour lui donner une forme, notamment grâce à la parole. Cependant, son double peut l'empêcher de parler pour lui rappeler que c'est sa partie cosmique qui parle. Dès qu'il commence à être libre, il commence à être créateur et peut parler sans avoir à penser. Cela devient plaisant et la communication interne avec son double rend la vie agréable. En ce qui concerne le gouvernement mondial, il ne pourra pas être formé par les hommes car ils sont incapables de volonté politique. Il sera formé par des êtres qui ont accès à la dimension éthérique de leur conscience et qui seront capables de se dédoubler pour travailler sur d'autres plans. Dans ce texte, l'auteur parle d'une future régence planétaire par des êtres évolués. Ces êtres ont une connaissance avancée des lois gouvernementales invisibles et de la gouvernance et auront une influence occulte sur les décideurs mondiaux. Ils contribueront à la création d'une nouvelle civilisation qui prendra le monde par surprise. L'auteur explique que les forces psychiques des masses, plutôt que les forces sociales, déterminent l'histoire. Cela se manifeste par des changements rapides et imprévisibles dans les régimes politiques, comme par exemple la rupture entre la Chine communiste et la Russie. Ces mouvements sont souvent dirigés par des leaders charismatiques qui manipulent les foules. L'auteur mentionne également que de nouvelles forces éthérico-cérébrales pénètrent la conscience des individus, créant une transmutation. Les anciennes forces d'intuition psychologique seront remplacées par ces nouvelles forces éthériques et cérébrales, permettant aux individus d'entrer en contact matériel avec d'autres. En résumé, l'auteur met en avant la future influence des êtres évolués sur la gouvernance mondiale, ainsi que l'importance des forces psychiques dans l'histoire et l'évolution de l'humanité. Dans cette discussion, il est évoqué l'idée que dans un avenir proche, l'humanité sera capable d'utiliser la télépathie et le magnétisme pour imposer une nouvelle volonté créative à ceux qui manquent de volonté créative. Cela entraînera un grand mouvement dans l'âge de l'homme, considéré comme l'âge d'or. Il est mentionné que les guerres deviendront impossibles en raison de l'imposition d'une loi d'évolution provenant d'une autre dimension, qui gouvernera les masses, les races et les nations. Ce gouvernement invisible, d'abord caché puis révélé, sera bien accueilli par les masses, même si elles ne comprendront pas totalement son aspect cosmique et universel. L'idée est également abordée que pour parvenir à un consensus mondial et à un gouvernement mondial, il faudra peut-être un événement planétaire, un choc, une prise de conscience de l'absence de frontières réelles entre les nations. Ce choc pourrait résulter de conflits religieux ou idéologiques, comme on peut le voir au Liban. Il est souligné que les nations ont un karma mondial, tout comme les individus ont un karma personnel. Les activités négatives des nations sont enregistrées dans les annales de l'astral et serviront à l'expression de certaines forces cosmiques pour la transmutation psychologique des masses. Les masses doivent donc vivre des crises et des chocs psychologiques pour être prêtes à recevoir le choc cosmique ultime. Il est également expliqué que les crises sont nécessaires à l'évolution de l'individu, mais une fois que celui-ci a atteint un contrôle total de son esprit, il ne vivra plus de crise. La crise est le produit de l'incompatibilité entre l'esprit et le mental due à la séparation dans la conscience créée par l'état émotionnel. Cependant, lorsque l'individu a atteint une fusion avec son être, il vit une autre sorte de crise, mais qui n'est pas destructrice. C'est plutôt un choc qui le plonge dans une vision future de son devenir et qui réorganise sa personnalité. En somme, il est suggéré que l'humanité traversera des crises et des chocs psychologiques pour évoluer vers une nouvelle conscience et un nouvel ordre mondial. Selon le texte, les hommes doivent entrer en contact avec les forces de la nouvelle évolution, mais cela peut être troublant. Les initiés, qui ont connaissance de ces forces, ne peuvent pas les révéler au public car cela causerait des chocs et perturberait l'évolution de l'humanité. Les hommes doivent être avertis de manière symbolique, par le biais de messages et de prédictions tels que ceux de Nostradamus. Les événements futurs auront des conséquences historiques importantes, mais l'humanité devra être capable de supporter ces chocs pour évoluer. À mesure que nous avançons vers le cycle, la capacité de l'humanité à gérer ces conséquences diminuera. C'est à ce moment-là que des forces prendront le contrôle de l'humanité et qu'un nouvel âge d'or commencera, marqué par la fin des guerres et l'équilibre entre les grandes puissances mondiales. La Chine et le Japon joueront un rôle important dans l'évolution économique de l'Orient, tandis que la Russie et les États-Unis prendront conscience de la nécessité de changer leur approche pour le bien de leur peuple. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de la nécessité pour le Canada d'aider d'autres nations de manière intelligente.
Il mentionne également que l'utilisation des ordinateurs peut être à double tranchant. S'ils sont utilisés correctement, ils peuvent être d'une grande valeur, mais s'ils sont mal utilisés, ils peuvent enlever à l'homme sa capacité d'individualiser la connaissance. Il prend l'exemple de l'enseignement des mathématiques aux enfants, soulignant l'importance de comprendre la mécanique mathématique plutôt que de simplement manipuler des symboles. Il explique que le plaisir d'apprendre est essentiel pour l'ego et la sécurité de l'individu, mais que lorsqu'on entre dans une conscience nouvelle, on passe du plaisir d'apprendre au plaisir de savoir. Il met en garde contre la fascination excessive pour les machines, soulignant qu'elles doivent être une extension de l'homme et non l'inverse. Il évoque également la naissance future de la science des cerveaux électroniques, qui sera basée sur la diffraction. Il conclut en disant que l'homme ne doit pas perdre sa personnalité face à ces machines, car elles deviendront extrêmement avancées et nécessiteront l'expertise des initiés et des scientifiques pour en comprendre les secrets. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle du futur des technologies électroniques et de leur impact sur l'humanité. Il évoque l'existence de planètes invisibles comme Saturne, Pluton, Gênes et Fumus, qui joueront un rôle dans le soutien électronique de l'énergie et dans le renforcement de l'atome. Ces systèmes permettront la transmission intelligente de l'information. Les cerveaux électroniques du futur seront intelligents et pourront même remplacer certaines fonctions mécaniques humaines. De plus, Bernard mentionne l'existence de clones qui ressemblent à l'être humain mais qui n'ont pas de conscience. Il explique qu'il y a des débats sur l'utilisation des clones à des fins de greffe d'organes. Enfin, il affirme que l'ONU représente une image symbolique dans l'esprit de l'homme. D'un gouvernement transnational possible, mais il souligne que cela reste une projection astrale sans garantie de réalisation. L'avenir, dit-il, pourrait bien survenir de manière inattendue et discrète.